La nuit laisse en fuyant sa pantoufle lunaire, traîner dans l'air mouillé plein de sommeil encore. Et derrière les monts, cachant sa face claire, le soleil indécis darde 3 flèches d'or. Il se lève, et tout est ébloui. Il apporte la vie, il apporte la joie. Au-dessus de la porte d'entrée, la maison de Frédéric Mistral, dans le petit village de Mayenne, affiche un buste de Mireille, l'étoile à 5 branches du félibrige et la devise du poète « Lo soleil mi fai canta ». Frédéric Mistral évoquait souvent l'empire du soleil, dont Marseille serait la capitale équidistante entre le Portugal et la Roumanie. Le chantre de l'identité culturelle provençale était un défenseur acharné du patrimoine et de l'environnement. Il aimait la Provence de tout son cœur et de toute son âme, son soleil, sa lavande, son Mistral, et dans toute son œuvre, il ne cessera de la chanter. Ce beau jour d'octobre 1898, entouré de ses amis du Félibrige, mouvement culturel qu'il avait fondé en 1854 avec Aubanel, Roumanille et quelques autres, Frédéric Mistral exalte, avec Valère Bernard, le peintre du Félibrige, la lumière de la Provence, la lumière chaude et rédemptrice que le peintre, avec son grand talent, parvenait à restituer dans ses toiles. Oh Magali, ma tante amado, À quelques mètres d'eux, un homme, accompagné d'une fillette, parle avec Aubanel. Il s'agit de Prosper Sauvage, professeur d'histoire et de géographie, installé à Digne depuis 4 ans. Il est fait libre et donc grand amateur de poésie. La fillette, aux yeux d'un noir profond, qui se tient sagement à ses côtés, est sa fille Cécile. Elle a tout juste 15 ans et écrit de petits poèmes sur la nature et les animaux. Intimidé, le visage érubescent, elle finit, poussée par son père, par présenter ses petits textes au grand poète, qui la remercia chaleureusement et fut, semble-t-il, séduit par leur fraîcheur. Il encouragea à poursuivre et exhorta Prosper Sauvage à veiller à ce que sa fille, en grandissant, continue à écrire. Aînée de 3 enfants, Cécile vit le jour le 20 juillet 1883 à La Roche-sur-Yon. Sa mère, Marie Jolivet, venait d'une famille peu conformiste, amateur de cuisine et de musique. Prosper était provençal et il fut nommé à Digne, pour son plus grand bonheur, 1 an après la naissance de Cécile. La nature est sauvage dans ce pays de Digne, à la vie resserrée en petits villages d'une rusticité archaïque, avec ses sentiers de chèvres et ses landes à moutons. L'air est embaumé de thym et de lavande. La petite Cécile est une enfant sensible et que tout émerveille. Elle est très proche des animaux et parlera même de la parenté qu'elle sent entre elle et Bouboule, le chien de la voisine. Cécile aimera toujours les montagnes, qu'elle comparera à de bonnes bêtes géantes, comme elle aimera toujours les lucioles qui volent le soir dans les oliviers, les ânes bibliques qui trottinent sur les sentiers escarpés, mais aussi le crapaud, auquel elle apporte des fleurs. Elle considérera comme Victor Hugo que les animaux, même les plus hideux, méritent le respect, qu'ils sont des créatures de Dieu et que l'homme a des devoirs envers elles. Elle adore aussi les fleurs, cueille des marguerites qu'elle enroule en bracelet à son poignet
et elle reste souvent en extase devant elle, comme devant tous les secrets que la nature lui dévoile, peu à peu, au creux de l'oreille. Un jour, à 7 ans, elle se rend dans le bureau de son père et lui baise la main. Celui-ci dit avec douceur, « Va jouer, il faut que je travaille. » Si douce que soit la voix paternelle, son cœur est meurtri. Les yeux remplis de larmes, Cécile murmure, « Papa, tu sais que je t'aime tant. » À 9 ans, dans une baraque de foire, un petit Espagnol aux grands yeux langoureux l'appelle Mademoiselle Zantille et lui donne un petit singe en laine qu'elle conserva pieusement. De son enfance heureuse et proche de la nature, elle gardera toute sa vie un souvenir ému. Plus tard, elle évoquera celle-ci dans ses poèmes, tandis que la terre tourne. Notre maison est seule au creux de la colline, où le chant d'une source appelle des roseaux, où le bout du jardin plein de légumes gagne la roche qui nous tient dans son âpre berceau. Septembre laisse choir sur les molles argiles la pomme abandonnée au pourceau grassouillé. Nous avons dû poser des cailloux sur les tuiles, car la bise souvent s'aiguise au peuplier. Le volet bat la nuit, le crochet de la porte danse dans son anneau. Nous avons peur et froid, la mare des moutons réveille son eau morte. Et soudain, un caillou branlant tombe du toit. La mât, j'aime sous mon poirier rongé de moisissures. Des champignons serrés voir surgir le hameau. Petit dahlia me plaît par ses gaufrures. Mes brebis ont le nez et les yeux du chameau. Notre univers s'étend au gré de notre rêve. Le silence est mouillé par la voix du torrent. La lune de rondeur sort quand elle se lève d'un nid de thym perché sur les monts déclinants. Assise dans le jour de la porte qui pose son reflet sur la cruche verte et le chaudron, pour la pomme de terre au ventre dur et rose, je couds des sacs, je vois blondir le potiron. Des pruneaux violets se rident sur leurs claies. Et la salade du soir est dans le seau du bois. Et les corbeaux goulus qui frôlent les futaies font en se querellant tomber de vieilles noix. Son père, suivant les conseils de Frédéric Mistral, encouragea Cécile à lire nos grands poètes et à continuer à écrire. Il lui fait lire notamment des traductions de Virgile, de Dante et de Shakespeare et les souvenirs entomologiques de Fabre. Elle découvre Villon, Ronsard, La Fontaine, Chénier et évidemment Mistral et Aubanel. À l'exception de son père, sa famille, il faut bien le dire, ne voit pas d'un très bon œil cette sorte de distraction qui la soustrait un peu trop aux soins ménagers et aux relations amicales. Elle entreprend ses études secondaires au lycée de Digne, où ses professeurs soulignent son goût pour la littérature, la poésie et les arts en général. Cependant,
l'aide qu'elle doit bientôt apporter à son père va l'éloigner de son activité poétique. Celui-ci, en effet, devient aveugle, et c'est elle qui corrige désormais ses copies et qui l'accompagne au lycée. Le recueillement fécond devient plus rare alors même qu'elle sent confusément sa maîtrise s'affirmer. En 1905, elle adresse le manuscrit des recueils des Trois Muses au jeune secrétaire de rédaction de la revue forésienne à Saint-Étienne, Pierre Messiaen. Pierre Messiaen a l'habitude de recevoir très souvent des poésies écrites par quelques adolescentes sentimentales ou Bovary rêveuses. Mais cette fois, il est surpris et ému par la mélancolie et la joie discrète qui se dégagent de cette évocation de paysages agresques. Il lit sur l'enveloppe le nom de l'expéditeur, Cécile Sauvage, et apprend que c'est une jeune provençale de 20 ans. Je t'apporte ceci. Je t'apporte ce soir ma natte plus lustrée que les arbres sur les collines de juin. Mon âme d'aujourd'hui, fidèle à toi rentrée, odore de tilleul, de verveine et de foin. Je t'apporte cette âme à robe campagnarde. Tout le jour, j'ai couru dans la fleur des moissons, comme une chevrière innocente qui garde ses troupeaux clochetant des refrains au buisson. Je fis tout bas ta part de pain et de fromage. J'ai bu dans mes doigts joints l'eau rose du ruisseau, et dans le frais miroir, j'ai cru voir ton image. Je t'apporte un glaïeul couché sur le roseau. Comme un cabri de lait, je suis alerte et gaie. Mes sonores sabots de hêtre sont ailés, et mon visage à la rondeur pourpre des baies que donne l'aubépine quand les mois sont voilés. Lorsque je m'en revins dans les hommes oppressés, le sceau bleu du croissant ouvrait un sillon d'or. Et les étoiles dansaient, cornues et lactées. Des flûtes de berger essayaient un accord. Je t'offre la fraîcheur dont ma bouche était pleine. Le duvet mauve, encore suspendu dans les cieux. Les mois qui fit monter ma gorge sous la laine. La douceur lunaire empreinte dans mes yeux. Après une correspondance purement littéraire pour la publication de ses poèmes dans la revue, Pierre Messiaen décide de rencontrer la jeune fille qui écrit de si jolis vers. Et c'est à Grenoble, où André, le frère de Cécile, exerçait la profession de chirurgien, que les deux jeunes gens firent connaissance. Pierre devint aussitôt amoureux de Cécile, et il nous laissera dans ses souvenirs ce charmant portrait d'elle. Menue, vive, rose, les yeux d'un brun doré esquisément doux, les cheveux d'un noir au reflet bleuâtre, son large front bombé faisait la moitié de son visage. Ses toutes petites mains, ses tout petits pieds étaient d'une chatte légère et silencieuse. Aucune pose, simplement une gracieuse jeune fille. Son parler fusait net, rapide, imagé, spirituel. Tout lui faisait plaisir. Pierre sait qu'il ne pourra plus se passer désormais de la présence à ses côtés de mademoiselle Zantill, qui aime tant la vie et qui ne veut voir que la beauté des choses et des êtres. Dès sa petite enfance, elle s'était appliquée d'ailleurs à mettre du merveilleux dans sa vie, avalant, c'est le mot qu'elle emploie, la beauté sous toutes ses formes. Elle explique ainsi son procédé. Je fais en moi descendre lentement cette forme qui m'a plu. Quant aux êtres qui lui déplaisent, elle les écarte de façon péremptoire d'un simple geste et les ignore. Je voudrais me laver de leur présence, dit-elle.
Son œuvre poétique sera le reflet de sa perception toute particulière du monde. Friedrich Hölderlin proclamait « C'est poétiquement que la femme vit sur terre ». Cécile en apporte la preuve éclatante. Elle est née poète et Pierre en prend conscience dès leur première rencontre, même s'il sous-estime encore sa puissance de création. Pourtant, elle est extrêmement modeste, lui avouant que ses poèmes ne sont pas nés d'un jet de plumes, qu'ils lui ont demandé un long travail de brouillon et de rature. Pierre comprend aussi rapidement qu'il est nécessaire pour que Cécile s'exprime pleinement dans sa poésie, qu'elle soit entourée, aimée, protégée des agressions du monde extérieur et des soucis de la vie, afin de préserver ce merveilleux et cette pureté qui sont en elle. Ils se sentent en quelque sorte investis d'une mission sacrée, responsable désormais de ce trésor que Dieu, ou la Providence, lui a promis de découvrir, de ce bourgeon qui ne demande qu'à éclore. Il retrouve Cécile à Digne et tombe amoureux de ce pays rocailleux et lumineux, comme il est tombé amoureux de la jeune poète. Ce pays qui respire la sérénité, l'apaisement et la douceur de vivre au contact d'une nature chaude et joyeuse. En cela aussi, il est en communion avec Cécile, qui écrit alors « J'aurais trouvé l'apaisement à me fondre avec le murmure et le rêve de la nature, dans son musical flottement, à mourir comme fait la brise, dont s'éloigne le clair réseau, nuage indolent qui se brise, chute de feuilles, reflet de l'eau. » Alors la famille sauvage va le recevoir courtoisement et il s'empresse de demander à Prosper la main de sa fille selon les plus pures traditions. Celle-ci ne lui est pas refusée malgré certaines réticences. En effet, Pierre, même s'il est licencié ès-lettres, n'est pas bien riche et n'a pas encore accompli son service militaire. Mais il aime passionnément Cécile. Et Cécile l'aime si passionnément, on peut même parler de fascination réciproque, que la date du mariage sera bientôt fixée, quelques mois plus tard. Je t'ai rencontré simplement, et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent, dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. Tu seras toujours mon amant, et je crois en toi comme au bonheur suprême. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi, je t'aime. Cécile croit en l'amour. Elle croit en l'amour conjugal et au mariage, allant jusqu'à dire « Il faut qu'une femme oublie sa propre personnalité quand elle aime. C'est une loi de la nature. Une femme n'existe pas sans un maître. Sans un maître, elle n'est qu'un bouquet éparpillé. » Il est certain que Cécile s'épanouira pleinement dans sa vie de femme, de mère et dans son œuvre poétique que grâce à son amour pour Pierre. Celui-ci, toutefois, n'agira jamais en tant que maître. Bien au contraire, il sera un mari dévoué et disponible, protecteur et attentif. Le mariage eut lieu le 8 septembre 1907 dans la petite église de Sieyès, un faubourg de Digne, où habitent les parents de Cécile et où le jeune ménage s'installe. Un an plus tard, Cécile écrit à Pierre, qui fait son service militaire.
songe au 9 septembre de l'an passé. Après la belle promenade vers les montagnes bleues, nos agenouillements ingénus et si jeunes dans la petite église de Seyès. Nous partions heureux, légers, l'avenir devant nous, le vent de la portière jouait avec tes boucles. Nous avions peut-être plus l'air de 2 collégiens en vacances que de 2 mariés. Je me sentais très petite fille, comme au jour de ma première communion. Nous osions à peine nous regarder à cause des autres voyageurs. À distance, chaque détail m'apparaît vêtu de fraîcheur, d'enchantement. Cher petit novio, souvenez-vous de votre timide ami. Sais-tu, lorsque j'avais été à Marseille pour l'exposition, j'avais pensé longuement à toi près de la mer. Chaque petit flot qui venait se briser à mes pieds comme un souvenir de toi recevait le sourire de ma pensée vers toi. Vers cette même mer, nous sommes revenus ensemble. Lors de l'une de ces trop rares permissions, alors que Cécile attend le fils qui s'appellera Olivier et deviendra l'un des plus grands musiciens du siècle, Pierre découvre par hasard dans un tiroir les premiers poèmes de l'âme en bourgeon, qui expriment la fierté de la porteuse de vie. Il est aussitôt séduit par ce chant d'amour. Il est aussitôt séduit par ce chant d'amour maternel, incomparable, cet hymne à la vie et au merveilleux qui entoure le mystère de la naissance. Il savait depuis les premiers poèmes des 3 muses que Cécile était un poète de talent, qu'elle était née poète. Il découvrait avec l'âme en bourgeon que c'était de surcroît un très grand poète, digne de figurer aux côtés des plus grands. Le choc qu'il ressentit à la lecture de ces vers lui causa un si grand éblouissement qu'il demeura longtemps la tête penchée sur le manuscrit. Quand il la releva, il vit Cécile, qui venait d'entrer dans la pièce, et le regarda d'une sorte qui put lui faire juger combien il était touché. Il lui fit ensuite des remerciements pour tout cet amour qui ruisselait de ces quelques pages et des excuses pour s'être permis de les lire sans le lui avoir demandé. Ses yeux étaient embués de larmes tant son émotion était grande et sa voix à peine audible. Mais les paroles étaient inutiles pour exprimer ce qu'il ressentait. L'expression de son visage, ses yeux, tout son corps parlait pour lui. Cécile savait lire en lui. Elle savait lire dans son âme, tout comme elle le lisait dans la sienne. Elle lui souriait tendrement. Ils s'étreignirent longuement en silence, et de cette communion profonde de corps, d'esprit et d'âme jaillirent de nouveaux merveilleux poèmes qui compléteront ce recueil. Tu têtes le lait pur de mon âme sereine, mon petit nourrisson qui n'a pas vu le jour. Et sur ses genoux blancs, elle berce la tienne en lui parlant tout bas de la vie au front lourd. Voici le lait d'esprit et le lait de tendresse. Voici le regard d'or qu'on jette sur les cieux. Goûte près de mon cœur l'aube de la sagesse, car sur terre jamais tu ne comprendras mieux. Vois mon âme sur toi s'inclinant plus encore. Dans le temps que tu dors au berceau de mon flanc, brode des oiseaux blonds avec des fils d'aurore pour draper sur ton être un voile étincelant. Elle forme en rêvant ton âme nébuleuse, dont le jeune joyau est encore amolli, et t'annonce le jour prudente, soucieuse, en la laissant filtrer entre ses doigts polis. Ouvre d'abord tes yeux à mon doux crépuscule, prépare-les longtemps à mon éclat du soleil.
Vole dans mes jardins, léger comme une bulle, afin de ne pas trop t'étonner au réveil. Cours après les frelons, joue avec les abeilles, que pour toi ma pensée amène du dehors, soupèse entre tes mains la mamelle des treilles, souffle sur cette eau mauve où la campagne dort, entre dans ma maison intérieure et nette, où de beaux lévriers s'allongent près du mur. Vois des huiles brûlées dans une cassolette et le cristal limpide, ainsi qu'un désir pur. La poétesse Lucie de la rue Mardrus, enthousiasmée par tant d'ardeur et de conviction dans l'affirmation de l'instinct femelle de Cécile, parlera au sujet de l'âme en bourgeon de l'admirable narcissisme de l'amour maternel. Peut-on véritablement parler de narcissisme concernant Cécile Sauvage? En fait, le narcissisme qui consiste en l'adoration de soi, dans son propre reflet, est à l'opposé de ce rayonnement amoureux de la nature féminine que Cécile définira comme l'épanouissement de son être animal, voire végétal. Cécile entend tout simplement, au travers de sa maternité, participer à l'allégresse de l'universelle fécondation, et le jeu qu'elle utilise désigne en fait un centre de vitalité enraciné dans la nature et qui vit de l'attraction amoureuse réciproque. Cécile s'est toujours sentie en parfaite osmose avec la nature, s'amusant à vivre comme l'aubépine. Elle a toujours eu le sentiment d'appartenir pleinement à celle-ci, avec l'abeille, la sauterelle, l'agneau, l'oiseau, héros modeste et émouvant de l'âme en bourgeon, aux côtés de celui qui exprimera plus tard dans sa musique novatrice la beauté de la vie, son amour de la nature et des hommes et son adoration de Dieu. La germination dans le sein maternel réalise donc le souhait de cette nouvelle alliance profonde avec la terre, et le bonheur qu'elle ressent est celui de la nature en perpétuelle fertilisation. Elle l'exprime de façon admirable. Nature, laisse-moi me mêler à ta fange, m'enfoncer dans la terre où la racine mange, où la sève montante est pareille à mon sang. Personne ne saura, comme un fils né de moi m'aura donné le sens de la terre et des bois. Toutefois, cette joie immense de donner la vie est ternie chez Cécile par la pensée de la mort inscrite dans la naissance, même si elle croit en la vie éternelle. Cette sombre pensée s'exprime particulièrement dans le poème « La tête ». Ô mon fils, je tiendrai ta tête dans ma main, je dirai, j'ai pétri ce petit monde humain. Sous ce front dont la courbe est une aurore étroite, j'ai logé l'univers à genoux qui miroite et qui lave d'azur les chagrins pluvieux. Je dirai, j'ai donné cette flamme à ses yeux, j'ai tiré du sourire ambigu de la lune, des reflets de la mer, du velours de la brume. Ces deux astres naïfs ouverts sur l'infini, je dirai, j'ai formé cette joue et ce nez, de la bouche où l'oiseau de la voix se démène. C'est mon œuvre, ce monde avec sa face humaine. Oh, mon fils, je tiendrai ta tête dans ma main et, songeant que le jour monte, brille et s'éteint, je verrai sous tes chairs joyeuses et vermeilles, couvertes d'un pétale à tromper les abeilles. Je verrai s'enfoncer les orbites en creux, l'ossature du nez offrir ses trous ombreux, les dents rire sur la mâchoire dévastée, et la tête de mort, c'est moi qui l'ai sculptée. L'âme en bourgeon paraîtra dans le livre
livre qui prend le titre du recueil « Tandis que la Terre tourne » au Mercure de France en 1910. Bien qu'accueilli avec sympathie par Maurice Barrès, Francis James ou Rémy de Gourmont, le livre ne connut pas un grand succès, même chez les amateurs de poésie. 50 exemplaires seulement seront vendus en 2 ans. Quant à Olivier, le héros du recueil, il est élevé avec tendresse par ses parents. La découverte de son existence prénatale, durant les quelques mois où il ne faisait qu'un avec sa mère, à travers les poèmes sublimes de l'âme en bourgeon, bouleversa l'enfant vers l'âge de 9 ans. Et un jour, il dira à sa mère, après avoir feuilleté avec elle le recueil, « Maman, tu es aussi poète que Shakespeare. Tu as comme lui des soleils, des planètes, des fourmis, des squelettes qui font peur. Je préfère tout ce qui fait peur. » Plus tard, l'immense musicien qu'il fut évoquera souvent cette expérience quasi unique d'une vie avant la naissance, grâce à la magie de la poésie et de l'amour maternel sublimé par elle, et toutes ses œuvres s'en ressentiront peu ou prou. Lorsqu'il rentre au lycée, le premier jour, ses cheveux blancs bouclés, son teint pâle et tendre de rose pâle le font prendre pour un Anglais ou un Russe. Dans sa correspondance, Cécile parle longuement et avec fierté de son chevalier rose. Olivier, c'est mon chevalier rose. Il s'est donné ce nom lui-même. C'est moi, la dame de ses pensées. Il a dessiné son écu qu'il pose comme un sceau de tendresse au pied des petites lettres qu'il m'écrit. Cela représente, sur un fond de lune ronde, un chevalier qui tient une lance sur un cheval coiffé d'églantines. Nous sommes 2 petits amoureux, très purs, dans une vie à part qui s'anime de toutes les belles chansons de son premier rêve. Une vie de lumière et d'or, où l'ombre n'est faite que de ma mélancolie maternelle. Petit chevalier rose, tu ne sais pas quelle douceur d'âme me donne ton baiser qui appuie maladroitement sur ma joue sa fleur mouillée. Faisons nos conversations, me dit-il. C'est toujours à l'esplanade, sous une longue allée de feuilles vertes, beaux platanes dont les branches se rejoignent et s'embrassent dans un baiser sans cesse chuchoté et harmonieux. Nous causons comme des hommes. Il a chippé tous mes livres. Il a retenu tant de choses. Mais c'est un enfant. Il dort comme un ange. Il est diable comme un diable et fait 1000 sottises. Heureusement, j'ai sur lui le pouvoir de cet appel magique. Mon beau chevalier rose. Aussitôt, un doux « J'obéis à madame ». Tout rentre dans l'ordre. Parfois, je ne fais qu'un signe, la main levée. Il ne répond alors que par un sourire heureux. Chevalier rose, mon bel enfant, tendre cœur, joue de fleurs, tu n'auras jamais de si merveilleuses fiançailles. La foule parisienne se pressait dans les rues, sous les flammes rougeâtres des réverbères. Les visages se teignaient de cette lueur, et la nuit, étant très sombre et dérobant entièrement les corps, on croyait voir s'écouler des têtes flottantes et ballottées sur les vagues d'une vaste mer noirâtre, des têtes grimaçantes et rugissantes. Des yeux dévorants flamboyaient, des bras menaçants s'élevaient au-dessus des têtes. Quels événements excitaient ainsi les Parisiens ce 29 mai 1913, comme au temps des révolutions. Quelle bombe explosant dans la capitale déversait des hommes et des femmes désemparés et indignés sur les pavés humides et luisants. Ce sont Igor Stravinsky et Serge Diaghilev qui, en créant le Sacre du Printemps, provoquaient cette réaction épidermique des Parisiens scandalisés par cette œuvre si diamétralement opposée aux conventions et aux habitudes.
peut-être ce soir-là, au théâtre du Châtelet, laisser échapper sa colère. Une colère violente, spontanée et contagieuse. Seul un jeune homme dans son coin reste cloué sur son fauteuil. Jean Cocteau. Il se trouve déraciné de fond en comble, comme il le dira plus tard, par cette œuvre prodigieuse qui va révolutionner la musique, la danse et l'art sous toutes ses formes. À Ambert, dans le Puy-de-Dôme, où il a été nommé en 1909 professeur de lettres au collège de la ville et où il vit avec sa famille, Pierre Messiaen, qui est aussi un grand amateur de musique, captera les échos assourdis de ce véritable tremblement de terre musical et artistique. Plus tard, lorsqu'il découvrira le sacre, il sera à son tour fasciné par cette musique. Et Olivier empruntera résolument la voie tracée par Stravinsky, pour lequel il avait une grande admiration. Quant à Cécile, en cette année 1913, elle vit un peu hors du temps, comme ces religieuses cloîtrées pour lesquelles la méditation et le travail à l'abri du monde sont, après la prière, les principales raisons de vivre. Elle se consacre tout entière à sa poésie, sans négliger toutefois son rôle de mère qui pour elle est primordial. En 1912, un second fils, Alain, était né au foyer. Elle est hantée par son travail, dira Pierre, qui s'efforce toujours de l'aider, de la conseiller, car Cécile n'hésite pas à lui confier longuement ses difficultés pour venir à bout d'un quatrain, par exemple. Elle sollicite son avis, quelquefois ne l'admet pas, s'il est négatif, puis l'accepte un peu plus tard, sans aucune vanité d'auteur. Sur sa petite table de bois blanc tachée d'encre, elle remplit ses cahiers d'écolier à dessous de sa longue écriture qui étrangement semble chauffer comme la flamme de la cheminée. Elle continue aussi à lire nos grands poètes, Verlaine, dont elle apprécie la savante naïveté, Baudelaire, Rimbaud, mais aussi les poètes anglais que lui fait connaître Pierre, en particulier John Keats, l'un des plus grands poètes romantiques anglais, ou Algernon Swinburne, héritier de cette tradition romantique qui évoquait si puissamment la nature dans ses poèmes. Sur sa table de chevet, elle conserve scrupuleusement comme un texte sacré le sonnet de Keats, La sauterelle et le grillon, dont le thème est « La poésie de la terre ne meurt jamais ». À Ambert, Cécile fait également la connaissance de l'écrivain auvergnat Henri Pourrat, qui raconte si bien la vie ancestrale de l'Auvergne. Elle se lie d'amitié avec cet homme chaleureux, attaché comme elle aux traditions, et qui écrira, dans quelques années, Gaspard des Montagnes. De 1909 à 1913, Cécile écrira Mélancolie et Fumée, qui constitue un émouvant retour à l'enfance. Parfois dans mon miroir, au tard de l'indolence, je m'apparais songeant sur un fond de silence. La fenêtre d'en face y fit danser sans bruit son feuillage d'été que la brise conduit. Une bruine d'or s'effrite sur mes tempes. J'ai le cadre fumeux et léger des estampes. Alors, de ce tableau de rêve, où peu à peu, les formes et le jour s'accusent moins ombreux, je palpe en hésitant la prochaine atmosphère, comme un pan d'horizon détaché de la terre. Et mon âme, indécise, qui se débattait, entre dans mon être morne et mon pâle reflet me fuit. Je sens soudain que sa chaleur me quitte et que c'est le reflet seulement qu'elle habite. L'homme et son fils. L'homme et son fils, menant leurs vaches d'un pas lourd, s'en vont sur le chemin, luisant encore de pluie.
un soleil velouteux et gris de petits jours. Enveloppe en rêvant la montagne endormie. La vache dit adieu à son dernier matin. Plus jamais le pré vert où sautait sa mamelle, lourde et riche à plaisir d'un printanier butin. Pourtant, que cette aurore a l'air d'être éternelle. Dans les poèmes du Vallon, Cécile décrit les paysages du Livradois et leurs habitants. Mais insensiblement, ces paysages, ces gens, ces animaux perdent de leur réalité et le rêve prend le pas. Ainsi pour ce vieil homme sur son cheval. Un vieil homme sur son cheval, un homme en blouse aux gestes fous, et la bête, d'un trot brutal, enfonce les herbages mous que poursuit cet homme si vite. Lui si lourd, écrasant de fleurs, quelle poursuite ou quelle fuite l'éloigne ainsi dans l'air songeur? On commence à ressentir dans Vallon l'anxiété qui, progressivement, va envahir Cécile, que la vision du néant obsède parfois, car sa foi catholique est moins profonde que celle de son mari. Pourtant, elle parvient encore à s'extraire de sa mélancolie pour célébrer l'amour conjugal. Ce qu'elle fait avec Primevère, qui sera interrompu par la guerre et qui est dédié à Pierre Messiaen, pour célébrer le souvenir de leur mariage. Cet amour pour Pierre lui permit de surmonter ses doutes, ses faiblesses de femme dues à sa santé précaire, sa crainte confuse de l'avenir. On ne trouve aucune mièvrerie dans cette exaltation de l'amour conjugal, servie par un art raffiné des rythmes, la simplicité des images, la musicalité de l'élocution. Le plus original dans cette célébration de l'amour conjugal, c'est qu'elle finit par se confondre avec la tendresse maternelle. Je voudrais être ta mère. Je voudrais être ta mère. La plus forte parenté humaine nous unirait par le sang, par la pensée. Ta chair, je l'aurais bercée dans mon âme la première. Cécile Sauvage sera toujours une mère avant même d'être une épouse. La pensée de la mort, déjà perceptible dans Vallon, revient dans Primevère, mais plus que la confiance en l'au-delà, c'est la confiance dans la survie qu'impose au vivant le souvenir qui est affirmé, notamment dans le dernier poème de Primevère. Que je repose en toi mon beau logis d'amour, dans la nuit de ton cœur sur mon être scellé. Tu seras mon tombeau, oubliant les détours. Ombre, je vais descendre dans ton ombre effacée. Tu seras mon tombeau, enfin je vais dormir, prise dans le linceul qui me fera mon âme, goûtant mort sacrée au sein du souvenir, l'amour intérieur que ma vie réclame. Grave mon cœur, descends en ton cœur qui m'enserre, me voile, me chérit, me recueille à jamais. Et bleu soleil, dont le baiser perce la terre, ton œil étincelant luit sur mes yeux fermés. Cécile ne doute pas qu'elle quittera cette terre avant Pierre, même lorsque la guerre éclate et qu'il est mobilisé. Les Messiaen ne font pas de politique, mais ils étaient un peu effrayés par les théories politiques de Jean Jaurès, leader du Parti socialiste SFIO, considéré alors par la bourgeoisie comme un parti révolutionnaire. Néanmoins, celui-ci préconisait la paix entre les nations et la fraternité entre les peuples. Et Cécile, pour laquelle la vie du moindre insecte était précieuse, ne pouvait que approuver le bouillon tribun. Son assassinat en juillet 1914 affectèrent Cécile et Pierre, car au-delà du crime odieux,
ils prirent conscience qu'après la disparition du principal défenseur de la paix, la France s'engageait désormais dans une voie sans issue, celle de la guerre. Cécile et ses deux fils quittent Ambert pour Grenoble dès le début du conflit et logent chez la grand-mère sauvage. Pierre est sur le front. Elle lui écrit de très belles lettres, évoque le passé, regrette le beau pays de Digne, ces montagnes moutonnantes à l'infini, la Provence chantante, Marseille et son exposition coloniale qui l'avait fascinée, mais aussi leur premier baiser. Mais elle songe aussi au présent, au terrible présent, et aux premières victimes de cette guerre qui s'annonce atroce. Extrait d'une lettre écrite à Grenoble en septembre 1914. L'idée que tous ces pauvres hommes tués ont été petits et entourés de tant de tendresse par leur mère me fait saigner le cœur. Je pense au dernier regard qu'ils doivent jeter sur la campagne en mourant et sur la vie. Souvent le matin, au début d'un combat, ils doivent se souvenir des excursions de leur enfance quand on partait à l'aube. Ce n'est peut-être pas l'horrible bruit du canon dans la rosée, et soudain, il faut tomber pour toujours. Une pluie lourde et abondante obscurcissait la lumière pâle du ciel dans lequel roulaient encore les nuages gris qui parfois semblaient plonger dans la Seine. Décidément, Cécile n'aimait guère Paris, où sa famille s'installe en 1919. Fille du soleil et de la nature, elle ne s'habitue pas à son climat exécrable et à son agitation bruyante. Pluie ou soleil, écrit-elle alors, ces marionnettes de l'atmosphère évoluent devant mon indifférence, mon dédain solitaire. Les Messiens habitent d'abord dans un appartement privé de soleil, quai Bourbon, d'où elle peut voir couler la Seine, qui lui semble toujours grise et morne, puis dans le quartier des Halles, rue Quincampoix. Elle continue à écrire, avec une sorte d'acharnement, et ses poèmes sont de plus en plus teintés de mélancolie, voire de tristesse. En ce sens, on peut dire que la grisaille parisienne s'accorda à sa mélancolie sans lui offrir le moindre petit espoir de contemplation virgilienne. En 1925, elle écrira dans une de ses lettres à propos de Paris: « Je vois des fenêtres et des fenêtres, tristes comme toute l'agglomération de termites humains. Je songeais du haut de Montmartre que Paris n'est qu'un nid de termites un peu plus grand que les autres. Parfois, que c'est drôle, que c'est inconcevable. La bête humaine, avec des yeux, des oreilles, un nez et des maisons avec des vitres, yeux aussi. Quand, par moments, l'œil se déshabille de son habitude séculaire de voir, bref instant, qui est peut-être le seul véritable lucide, tout paraît insensé et lunatique. Alors, il faudrait rire, hausser les épaules. Un cri d'horreur panique monte soudainement du pavé, dans une rue mi-bourgeoise, mi-populaire, non loin de la paroisse de Saint-Médard. Une femme vient de se jeter par la fenêtre. Sur le trottoir s'étale une pauvre chose sanglante. Les passants, des commerçants, des ouvriers qui travaillaient sur un chantier voisin se précipitent vers la malheureuse et poussent des cris d'effroi. « Mais c'est une enfant, une jeune fille. Seigneur, elle est enceinte. » La pauvresse. Pierre et Cécile, qui passaient dans la rue, s'approchent à leur tour. Une suicidée. Cécile est bouleversée et murmure la prière catholique des agonisants, tandis que l'on ramasse les restes déchirés de l'enfant morte, de mort suicide. Morte avec dans son ventre
un petit enfant, sans doute le plus beau des enfants de l'amour, qui ne put même pas crier une fois pour l'amour de la vie. Pierre apprit que la pauvre fille s'appelait Jeanne Hébuterne, qu'elle avait choisi la mort à la veille d'une naissance qui ne pouvait être qu'un scandale au sein d'une famille bourgeoise, car elle n'était pas mariée, et le père était mort quelques jours plus tôt, le 25 janvier 1920, à l'hôpital de la Charité, ravagé par l'alcool, le hashish et la tuberculose. Il s'appelait Modigliani, Amedeo Modigliani, et il est considéré de nos jours comme l'un des plus grands créateurs de l'art moderne. Pendant les jours qui suivirent, Cécile est en plein désarroi. Elle est profondément touchée par le drame de Jeanne, qui, comme elle, quelques années plus tôt, portait la vie, fruit d'un amour incommensurable pour un homme qui l'adorait. Jeanne, dont l'angélique douceur avait su avoir raison de l'humeur parfois belliqueuse d'Amédéo, était belle et avait osé dédier sa vie à cet homme beau et grand, l'homme pour elle le plus beau, le plus grand et le plus pur. Elle devint pour Cécile l'image emblématique de l'amour. L'amour absolu, même si l'auteur de l'âme en bourgeon ne pouvait admettre que l'on puisse choisir de mettre un terme à sa vie et d'entraîner dans son acte désespéré l'enfant que l'on porte. Cécile a le sentiment qu'à Paris, les gens aspirent à l'amour, mais ils sont renfermés sur eux-mêmes, taciturnes, froids et tristes. Quand le soir tombe, chacun se hâte de rentrer chez soi. Et dans l'indifférence générale, les drames les plus sordides se nouent. Elle avait sous sa toque de martre, sous la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle n'avait pas de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. À travailler déjà pour vivre, et les soirs de givre, sur son petit bandeau blanc, porté sur ses épaules, à remonter par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. À voyer dans les nuits gelées, la nappe étoilée et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules, a rencontré Jules, qui était si caressant, resté des soirées entières avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce, qui soutient la Gers, aussi l'adolescent. Voyant qu'elle marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand on la coucha sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts dirent que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de marbre, sous la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Cécile est effrayée par la solitude dans laquelle vit le Parisien
bien souvent à son corps défendant. Elle considère qu'il existe deux mots abominables sur la terre, le mensonge et la solitude. Mais paradoxalement, elle semble apprécier l'un et l'autre. Notre nature nous force de mentir, écrit-elle. Notre mensonge éternel devrait surtout s'appeler impossibilité d'expression. Notre cœur a beau vouloir être sincère, il est trahi par notre bouche. Par ailleurs, à contre-cœur, il est parfois nécessaire de mentir pour éviter de causer du chagrin ou de déclencher un drame. Cécile en est persuadée et souvent, à partir de 1920, elle mentira à Pierre ou à ses fils sur les douleurs physiques qu'elle commence à ressentir. Elle mentira pour qu'ils ne s'inquiètent pas. De pieux mensonges en somme. Et puis le mensonge, écrira encore Cécile, c'est parfois magique. C'est la clé d'un monde idyllique. Ces propos sont à rapprocher de ceux de Jean Cocteau qui écrit dans Le Menteur « Le mensonge, c'est magnifique. Dites, imaginez un monde irréel et y faire croire, mentir. » Et plus loin, il s'interroge « Suis-je un menteur? Je vous le demande. Je suis plutôt un mensonge qui dit toujours la vérité. » Cette formulation correspond assez bien à Cécile Sauvage. Quant à la solitude, comme le mensonge, Cécile la redoute mais l'accepte. L'homme né seul, dit-elle, doit s'arranger de sa solitude au milieu des autres sans qu'ils en souffrent. Elle l'accepte et au fil des années trouva en elle la paix de l'âme. Mais elle distingue la solitude néfaste des villes et celle de la montagne, qui n'est pas vraiment une solitude dès lors que l'on est entouré par la nature, le ciel, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux. Solitude, écrivait-elle à Ambert en 1910, j'habite la montagne, c'est là seulement que je trouve la paix. Les hommes m'ont paru si petits, si resserrés, que j'ai pensé que je ne pourrais les aimer qu'en les regardant de haut. À Paris, comme pour exorciser sa nostalgie des années montagne, elle écrit toujours, elle écrit de plus en plus, des poèmes, des lettres, des pensées. Cette boulimie d'écriture a quelque chose de pathétique. Il semble qu'elle réponde à un besoin irrésistible, peut-être celui d'être lue et aimée. Cependant, elle ne se plaint pas de la négligence, indifférence des critiques à son égard. Elle ne les lit d'ailleurs pas. Ce n'est que 2 ans après sa mort qu'elle recevra un hommage tardif, mais néanmoins chaleureux de son ami Henri Pourrat, d'Alexandre Arnoux, de Léon Daudet, d'Eugène Marsan et de Georges Bernanos. Le grand écrivain d'inspiration catholique, dont André Malraux dira qu'il fut le plus grand écrivain du siècle, avait fait de l'amour le leitmotiv de toute son œuvre et le thème principal de ses romans. L'auteur du bouleversant Dialogue des Carmélites, qui écrivit « L'enfer, c'est de ne pas aimer », fut touché par cette soif d'amour qui transcende tous les poèmes de Cécile Sauvage et par la pureté de cet amour. Il écrira notamment « L'œuvre de Cécile Sauvage est pure, mais d'une pureté vivante, pure comme une vie pure, avec on ne sait quelle douce malice agreste, et parfois tout à coup le brusque écart d'une ombrageuse fierté. » La tristesse de Cécile, à partir de 1919, vient aussi sans doute de son désarroi face à la misère, aux destructions, à la mort apportée par la guerre. Elle qui a toujours célébré la beauté et l'amour, n'a rencontré, durant ces années effroyables, que la laideur, l'horreur, la souffrance, la violence et la haine. Et cette femme, à la sensibilité exacerbée, ne s'en remet pas vraiment. Pourtant Pierre, qu'elle continue à adorer, est toujours à ses côtés, ainsi que ses 2 fils qui lui témoignent une immense affection et ne lui apportent que du bonheur. L'enfance est partout merveilleuse parce que tout son être est plein de croyances, dira-t-elle. Alain,
le petit dernier, qui sera poète comme elle, est l'objet de tous ses soins. Elle écrit dans ses souvenirs, « Alain veut être mon fiancé. Il se jette fougueusement sur moi, me serrant très fort. Il me dit, « Mon bon petit maman !» Oh, cette femme, ajoute-t-il. Le matin, il s'agite. « J'ai peur, j'ai rêvé de chien. Viens vite dans mon lit. » Je ne le dis pas 2 fois. Il est déjà là, blotti près de moi, et l'œil grand ouvert. Quant à Olivier, il avait manifesté très jeune des dons prodigieux pour la musique. Son père l'inscrit, en 1919, il a tout juste 11 ans, au Conservatoire de Paris, où il aura pour maître le grand organiste Marcel Dupré, qu'il surnommera le Liszt de l'orgue, et Paul Ducasse, immense compositeur, auteur notamment des inoubliables fanfares de La Pairie. Cécile est très fière de son chevalier rose. Elle est persuadée qu'il sera un jour un grand musicien. Elle ne connaîtra pas, hélas, le premier succès de son fils, Offrande oubliée, donnée en 1931, ou sa nomination comme organiste titulaire du grand orgue de l'église de la Trinité à Paris, où seront créées plusieurs de ces grandes partitions consacrées à cet instrument. La musique d'Olivier Messiaen doit beaucoup, pour ne pas dire tout, à sa mère. Jean Cocteau disait « Un poète ne chante jamais mieux que dans son arbre généalogique. » Olivier Messiaen en est la parfaite illustration. L'inspiration de celui qui fut un enfant prodige prend sa source dans l'âme en bourgeon, élaborée pour lui et en même temps que lui. C'est Cécile qui l'initia à la poésie de la nature, et c'est à elle qu'Olivier pensa en notant le chant des oiseaux et en composant Réveil des oiseaux, Les oiseaux exotiques ou Catalogue d'oiseaux. Avant sa mère, sa principale source d'inspiration fut sa foi chrétienne qui lui venait d'elle, mais plus encore peut-être de son père. En 1983, il composa son célèbre opéra Saint-François d'Assise, en songeant sans doute à cette statue paysanne de Saint-François d'Assise que sa mère avait découvert un jour dans une petite église rustique des Basses-Alpes et qui l'avait profondément ému par sa simplicité et sa pureté. Un François d'Assise entouré de bêtes errantes qu'il a aimées, d'une libellule qui tremble ou d'un petit criquet qui se sauve sous les pieds. Tous ces petits insectes qu'en disciple inconditionnel de Fabre, elle affectionnait particulièrement. Olivier Messiaen faisait dire au grand saint, en s'exprimant par sa bouche, « Seigneur, Seigneur, musique et poèmes m'ont conduit vers toi. » Sur ce thème de la foi chrétienne, Cécile Sauvage écrira en 1925 un poème dramatique inspiré de Calderon, Aimé après la mort, et qui est un dialogue poétique entre une jeune fille, Maleka, devenue chrétienne et qui vit outre-tombe un printemps éternel, et son fiancé Touzani, également chrétien mais enfermé dans son désir terrestre. Maleka s'efforce de persuader Touzani d'accueillir la vraie loi de l'amour. Mais Cécile, si tendrement entourée par les siens,
si proche de Dieu, à un moment de son existence, ressent de plus en plus souvent une immense solitude, ne pouvant s'habituer à la vie à Paris. Elle s'en ouvre à François Villon dans un beau poème de 1922. Pauvre Villon, je suis ta sœur, seulette et coite en ma demeure. De la grande ville, la rumeur sous ma fenêtre hurle ou pleure. Mes jours vont sans gloire, ni l'heure, ni sans espoir d'un temps meilleur. Et si ma chanson fut majeure, Paris t'étouffe dans mon cœur. Ce n'est plus ce plaisant Paris qui te fournit peu de chevauche, où joyeux en fée et en dit, gaillé tes compagnons d'enfance, où toi-même, rêvant pitance, ris à la crème et vin d'Aunis, tu priais Dieu qu'il n'eût clémence pour les pendus au paradis. Ce Paris, messire Villon, te ferait grand comme fenêtre, ouvrir tes yeux d'aimer rayons pour ce que l'âge y fit paraître. C'est en auto qui vont les maîtres, et sur le ciel en avion, sans plus de cœur ivre en tout l'être, ils s'élancent vers les rayons. Les autobus vont à Saint-Jacques, les tramways longent Notre-Dame, l'Angélus, la messe, les Pâques s'évaporent dans le vacarme. La foule y court après son âme, tant qu'écrasés vont à la parc, qu'après tes gibets et tes armes ne sont que hochets de monarque. Va, de tes marais infernaux, considère un peu notre époque, enchevêtrements et chaos, turbines, vapeurs, tout te choque et surtout te semble équivoque. Tout véhicule sans chevaux, foin de quinquets et de bicoques, électricité aux fourneaux, palais, maisons, accoutumances, des perles, fourrures, satins, monocles à l'œil. Nos jeunes France lorgnent plaisamment les catins, leur corps suave et blanc éteint, leurs yeux cavent de défaillance, mais elles gardent, c'est certain, plus longtemps cambrure et fringance. Vieille baumière, on remet les dents, on vous crêpe les chevelures, on peut acheter du printemps en pots de fard et des teintures avec piles et armatures. On regalvanise les flancs, les saints redressent leurs armures, mais tout cela n'est que semblant. Et si la guerre des Anglais, les loups que l'hiver fait hissir, si la famine, les procès et les meurtres t'ont pu meurtrir, considère jusqu'à pâlir nos charniers de la Grande Guerre, comblés de siècles d'avenir, millions d'hommes en poussière. Car plus que ceux de Montfaucon, cela fut réduit en poudre, noirci, moulu, 1000 canons en plus que 100 ans su les moudre. Nulle mère n'eût pu recoudre deux lambeaux d'un même garçon, plaise au doux Jésus les absoudre, car on n'a même plus leur nom. Faut vieillir, mourir de même, et notre monde si nouveau du cinéma fait l'art suprême, mais n'a pu briser les tombeaux. Les plus fameux et les plus beaux sont les arcs de nos gloires mêmes. La mort, malgré les forts cerveaux, à chaque impose carême. Nous mourons comme aux temps anciens, les uns sans pain après richesse, et les autres se donnant la main, comme Sambat et sa maîtresse. Les assassins après la messe n'ont la corde au petit matin, blêmes, tremblant des yeux aux fesses. Ils sont décollés comme saints. Les sciences et le turbin ne changeront pas la vieille âme.
Et c'est ce qui fait qu'au matin, le vieux monde a la même flamme. Change l'habit, reste la trame. Même printemps, même chagrin, même amour de l'homme à la femme. Ainsi va l'univers humain. Mais c'est ce qui fait que nous sommes, ô mon violon, frères humains, ce tremblement sacré des hommes devant la mort et le destin. Par ailleurs, sa santé se dégrade, mais elle refuse de se soigner. Elle envisage la mort avec sérénité et continue à se confier à Pierre dans ses poèmes, toujours plus bouleversants. En 1926, elle ne sort plus, abandonnant même ses promenades au jardin des plantes ou à celui du Luxembourg. Elle ne veut voir plus personne, en dehors de Pierre et de ses deux fils. Progressivement, ses forces l'abandonnent. Pierre la supplie d'accepter de se soigner et de sortir de cette étrange léthargie. Elle tente de le rassurer, lui dit qu'elle se sent bien et qu'elle est parfaitement heureuse. Elle est heureuse, certes, mais elle est nostalgique. Elle songe à un temps révolu. Le temps des oliviers de son enfance, le temps des marguerites dont elle se parait, le temps des cerises. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle au cœur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on va par deux cueillir en rêvant des perles d'oreille, cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, perles de corail, qu'on cueille en rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et dame fortune en mes temps tout faite, jamais ne pourra fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Elle écrit toujours sur un cahier qu'elle tient sur ses genoux près du feu de bois. Mais le sommeil interrompt bientôt de plus en plus souvent son travail. Elle lit toujours, mais de moins en moins. Son plus grand plaisir, qui devient son seul plaisir, est désormais d'écouter Olivier jouer au piano une sonate de Beethoven ou quelques préludes de Bach.
Et les jours passent ainsi, au rythme de sa mélancolie et de ses souvenirs égrenés. Les médecins semblent impuissants et recommandent le repos. À ses côtés, une de ces vieilles poupées et le singe de laine du petit espagnol de son enfance. Cécile s'enferme de plus en plus dans sa solitude. Elle vit dans son petit monde féerique, peuplé de souvenirs, et dont seul Olivier possède la clé. Cette clé s'appelle l'âme en bourgeon. En juillet 1927, pendant que Pierre et son fils cadet passaient les vacances à Chartres, elle était restée à Paris en compagnie d'Olivier. Elle écrit encore quelques poèmes et ce texte, superbe et plein d'espoir, dans lequel elle se décrit elle-même. Si le sauvage, la cabrette des basses Alpes ne s'est jamais cru jolie, ce qui lui a fait grand tort et lui a toujours donné un certain manque d'assurance. Elle a une sorte de timidité qui est comme une boiterie morale de son être parmi les autres êtres. Elle a une âme et un sang assez bien nés. Elle porte un nom un peu bizarre. Elle l'aimera toujours, car c'était celui de son père, l'être le plus noble et le meilleur qu'elle ait jamais connu. Il était de souche paysanne, mais tel petit paysan qui se révèle un génie, révèle du même coup une longue ascendance de finesse et le poli des longs siècles de rêves transmis de père, de mère. Son état de santé s'aggrave soudain en août. Pierre Messiaen et Alain sont aussitôt rappelés auprès d'elle. Le lendemain de leur arrivée, le 27 août 1927, ses yeux se ferment définitivement. Elle a seulement 42 ans. Et un sourire empreint de douceur se dessine sur ses lèvres et éclaire tout son visage ruisselant. Elle semble illuminée tout entière par un brûlant soleil intérieur, celui de Frédéric Mistral et de son enfance. Il apporte la vie, il apporte la joie. Pierre, accablé de chagrin, mais l'âme sereine de celui qui croit en la vie éternelle, se penche sur son visage et lui fait un dernier baiser. Il conserve dans son cœur comme un précieux talisman ces dernières lignes sublimes. Au moment de la mort, il faut beaucoup de soleil. Il faut partir en croyant à l'amour comme à la lumière.